Tu te réveilles un matin avec une certitude qui ne ressemble pas à une pensée, mais à une lame froide posée contre la gorge. Et si tout ce qui t'a blessé, l'essoufflement soudain, les mains qui tremblent, les idées comme noyées dans une brume lourde, venaient d'un choix que tu n'as jamais fait? Tu remontes le fil de ta vie, et il s'enfonce plus loin que ta naissance. Avant ta première inspiration, avant même que ton prénom existe, d'autres ont décidé pour toi. Ta mère est aussi ta cousine. Ton père, l'oncle qui portait déjà ton nom dans sa voix. Ta grand-mère est, par un détour de rameaux repliés, ta grande-tante. L'arbre généalogique ne s'élève pas, il s'enroule. Ce n'est pas un chêne, c'est une vigne folle qui s'étrangle elle-même. Tu n'es pas né d'un hasard amoureux, mais d'un programme calculé, d'une volonté d'acier obsédée par la pureté d'un sang réputé bleu. À quel prix? Celui des corps qui peinent, des esprits accablés, de vies entières sacrifiées pour que subsistent quelques couronnes et quelques blasons. Ce n'est pas une fable. C'est l'histoire, répétée, froide, bureaucratique, de femmes prises au piège d'un destin génétique qu'elles n'ont pas choisi. Pour comprendre ces destins, il faut d'abord déplier la logique qui les a fabriqués. Pendant des siècles, l'Europe des trônes a cru que la souveraineté se transmettait comme un secret de famille, mieux encore, comme une matière vivante à protéger des mélanges. Le droit divin semblait circuler dans les veines, on parlait de sang pur, de lignage sacré, d'élection par Dieu. On mariait donc des cousins à des cousines, des oncles à des nièces, parfois des frères et des sœurs par procuration de dispense. Le réseau des dynasties, au XVIe siècle, n'était plus qu'une toile serrée où chaque fil rejoignait un autre fil de la même fibre. Et nul ne voyait ou ne voulait voir que sous les dorures s'écrivait une catastrophe lente, générationnelle, obstinée. Au cœur de ce mécanisme, les Habsbourg poussèrent l'art de s'autodétruire jusqu'au raffinement. Que d'autres fassent la guerre, toi, heureuse Autriche, marie-toi. La maxime sonnait comme une plaisanterie fière. Elle fut surtout l'annonce d'un long cortège de malformations, de faiblesses, de douleurs muettes. Car derrière l'étiquette, il y avait des personnes, et parmi elles tant de femmes dont la vie se confondit avec l'effort de respirer, de marcher, de mettre au monde, d'encaisser l'invisible. Vienne, 1634. Les couloirs assourdis du Hofburg sentent la cire et la pierre humide. Une enfant naît, et déjà sa génétique pèse sur son premier cri. Marie-Anne d'Autriche vient au monde avec, gravé dans l'ossature, l'héritage de mariages trop proches, une colonne qui se cambre, une mâchoire qui avance, des membres qui se fatiguent vite. Les portraits sur les murs, oncles, tantes, aïeux figés dans la lumière brunie, lui renverront tôt cette ironie sans humour. Elle porte le même menton proéminent que tel grand-oncle, la même épaule tirée que telle arrière-grand-mère. L'enfant comprend vite qu'elle n'est ni unique ni maudite par caprice, elle est l'effet prévisible d'une équation répétée. On l'examine avec des mots feutrés, on mesure l'angle de la courbure, la saillie de l'os, on pèse sa fatigue. À table, il faut trancher la viande en parcelles minuscules, transformer l'effort de mordre en patience. Et dans la tête, un refuge, les livres. Elle lit comme on ouvre des fenêtres sur d'autres climats, là où l'amour choisit et où le sang ne tranche pas le destin. Mais les rideaux se referment toujours. Les médecins reviennent, notent, auscultent, sans jamais nommer ce que chacun voit. La lignée a refermé sur elle sa propre porte. Les prétendants, cousins encore et toujours, se dérobent. Les négociations se font et se défont comme des bruits de pas au bout d'un couloir. À 32 ans, le corps s'arrête, et l'acte de décès parle d'affections diverses. La cause réelle, elle, reste à l'encre invisible. On meurt aussi d'un projet politique. Ce fil nous emmène plus loin, vers l'Espagne, dans une histoire qu'on a souvent réduite à un sobriquet. Jeanne de Castille, la folle. 1479. Née de l'union d'Isabelle et de Ferdinand, souverain catholique, elle grandit brillante, multilingue, formée à régner. Pourtant, la trame est déjà tendue. Ses parents sont cousins, et derrière la raison d'État, les mêmes alliances de proximité reproduisent les mêmes risques. Mariée à Philippe le Beau, Jeanne découvre la froideur instrumentale d'un époux infidèle. Son attachement devient furieux, sa jalousie maladive, du moins c'est ainsi qu'on la nomme pour la faire taire. Quand Philippe meurt en 1506, le chagrin se transforme en obsession. Elle voyage avec le cercueil, l'ouvre,
le regarde comme si la présence insistante du mort pouvait réparer la solitude. Geste insupportable, image d'horreur? Peut-être. Mais qui voit-on aussi, sinon la conséquence d'une éducation où l'amour est un devoir, la maternité un sacerdoce, l'estime de soi une monnaie politique? Ferdinand, puis son fils Charles, s'emparent du prétexte de la folie pour l'écarter. 46 ans de confinement à Tordesillas, dans des pièces sombres, entre pénitence et manque. Était-elle folle? Les historiens d'aujourd'hui nuancent dépression, anxiété, syndrome de stress post-traumatique façonné par l'isolement, probablement, et peut-être un terrain héréditaire, car le mal-être circule lui aussi dans les lignées. Mais surtout, une reine que l'on neutralise par le mot commode de folie. La politique s'est donnée à la biologie des noms qui l'arrangent. Un autre visage, plus fragile encore, se dessine dans les toiles de Velázquez. Marguerite Thérèse d'Autriche, née en 1651, fille de Philippe IV d'Espagne et de sa nièce, Mariana d'Autriche. Dans les Ménines, ou dans ses portraits où l'enfance porte une robe de cérémonie, la petite infante ne joue pas, elle représente. Regardez bien, la lèvre inférieure avance à peine. L'ovale du visage trahit déjà l'héritage mandibulaire, la posture signale un dos qui se cabre. Et surtout, autour d'elle, une décision qui ne lui appartient pas. Elle est promise, dès l'enfance, à son oncle Léopold Ier, futur empereur. Le mariage, célébré en 1666, met fin à l'illusion d'une adolescence. 15 ans, un corps frêle et le poids d'une dynastie sur l'utérus. Les grossesses s'enchaînent, la joie se brise. Un premier enfant meurt après quelques mois, une fausse couche suit, un fils survit mais porte déjà les signes que la cour s'acharne à voir sans nommer. Marguerite Thérèse s'épuise, anémie, difficultés respiratoires, peut-être épilepsie. On décrit, on consigne, on purifie le sang, on purge, on prie. On ne relit pas. En 1673, elle meurt à 21 ans, et l'Empire porte le deuil d'une matrice plus que d'une personne. Les condoléances glissent sur un marbre froid. Le drame humain se résume à un déficit d'héritiers. Depuis Madrid, un pas suffit pour entrer à Versailles, palais de miroirs où les reflets déforment moins la réalité qu'ils ne la répètent. Anne d'Autriche, née en 1601, fille de Philippe III d'Espagne et de Marguerite d'Autriche. Une autre union d'oncle et de nièce. Épouse à 14 ans, Louis XIII. On dramatise la paix entre France et Espagne, on habille l'adolescente de rituels et de promesses, et on l'installe dans une langue nouvelle avec, dans la poitrine, une inquiétude qui ne la quittera plus. Les premières années s'écrivent dans les silences d'un mari distant, peut-être déprimé, certainement empêché par ses propres fragilités d'entrer dans l'intimité. On exige d'Anne un fils, puis on l'ausculte quand l'enfant tarde. On lui saigne le bras, on lui prescrit des pénitences alimentaires, on interroge son corps comme une affaire d'État. Les fausses couches, les deuils précoces la labourent de tristesse et d'angoisse. Elle se retire, prie jusqu'à l'obsession, évite les regards. 23 ans après la noce, enfin, naît Louis XIV. Miracle, clame la cour. Soulagement certes, mais la paix intérieure ne revient pas. Philippe, futur duc d'Orléans, suit 2 ans plus tard. L'angoisse, elle, demeure, comme si rien ne pouvait réparer ces années suspendues à l'injonction de donner un héritier. Dans cette biographie, on lit la trace d'un terrain anxieux transmis et aggravé par le contexte. C'est un mélange de prières et de soupirs, une femme qui porte un royaume avec un cœur qui bat trop vite. Plus tard, on prononce le nom de Marie-Antoinette avec le bruit des pavés révolutionnaires. Née en 1755, fille de Marie-Thérèse d'Autriche et de l'empereur François Ier, elle arrive à 14 ans à Versailles, comme on jette une passerelle entre 2 puissances. Les portraits, même flatteurs, laissent deviner ce qu'on appelle le profil Habsbourg. Une lèvre qui avance, une mâchoire qui signe une appartenance. Mais le vrai combat se joue ailleurs. Cycle douloureux, fausse couche, vertige, attaque de panique, litanie intime que les médecins de cour nomment difficultés féminines. 7 années sans consommation du mariage, des rumeurs qui mordent la réputation, un époux, futur Louis XVI, lui-même maladroit, inhibé, socialement gauche et peut-être lesté de sa propre part d'hérédité compliquée. On exige, on consulte, on examine. Quand la grossesse survient, la peur l'accompagne.
Quand l'enfant naît, d'autres pertes suivent. Et pendant que le pays gronde, on prête à la reine des phrases qu'elle n'a probablement pas dites. Son comportement, oscillant, paraît inadapté. Mais qui en tiendrait le cap avec un ciel politique qui s'effondre? Dans les cellules où elle attend la fin, certains remarquent des absences, des replis, d'autres au contraire une dignité nette. Elle meurt en 1793, et si l'histoire retient la chute d'un monde, elle raconte trop peu l'économie invisible de sa douleur. Arrêtons-nous un instant sur un groupe plutôt qu'un nom. Les infantes d'Espagne à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. On dit souvent que Charles II, dernier Habsbourg d'Espagne, concentrait dans son corps le bilan d'un siècle et demi de mariage consanguin. Sa stérilité, ses crises, ses retards, tout cela a été commenté, quantifié, parfois fantasmé. On calcule même son coefficient d'endogamie, si élevé qu'il frôle, et parfois dépasse, celui d'un enfant né d'un couple frère-sœur. Mais autour de lui, ses sœurs, ses cousines, grandissent dans un alcazar qui ressemble à une infirmerie. On lit dans les lettres et les registres des lenteurs d'acquisition du langage, des chutes soudaines, des convulsions qu'on nomme mal caduques, des cages thoraciques trop étroites, des mâchoires capricieuses qui condamnent au bouillon et aux crèmes, des colonnes à soutenir pour s'asseoir. Et pourtant, la mécanique continue. Ces jeunes femmes doivent être mariées, et si possible à des parents proches. On échange des bilans médicaux comme on évalue un cheval, on feint de s'inquiéter pour trancher ensuite en faveur de l'alliance. Certaines épousent Léopold Ier après Marguerite Thérèse. Les noces, déjà compromises, tournent parfois au supplice muet. Elles craignent la grossesse comme une bataille perdue d'avance, car chacune d'elles sait, et c'est peut-être le plus cruel, que le berceau peut devenir un tombeau, et qu'un enfant vivant portera plus lourd encore qu'elle. Ce que les archives montrent alors n'est pas un sensationnalisme. C'est une comptabilité de larmes. Des missives entre mères et tantes racontent les bébés qui glissent hors du monde avant d'y entrer vraiment. Les naissances célébrées à voix basse parce que la respiration hésite, les couffins qui ne servent que quelques jours. Les femmes se blâment elles-mêmes, demandent pardon à Dieu, tentent des cures, des jeûnes, des processions. Personne ne leur a expliqué la mécanique froide qui agit dans l'ombre. Les gènes récessifs, quand on les réunit à force de mariages proches, se rencontrent, se reconnaissent, s'expriment. Dans une population mélangée, un gène défaillant se cache souvent derrière un autre, sain. Dans une lignée fermée, il se duplique, se croise à lui-même, gagne en probabilité. C'est ce qu'on appelle la dépression de consanguinité. Elle plombe la fertilité, creuse les défenses immunitaires, dérègle l'humeur, déforme le squelette. La fameuse mâchoire des Habsbourg, qu'on nomme en médecine prognatisme mandibulaire, n'était que l'enseigne visible d'un désordre plus vaste. Derrière la bouche difficile à fermer, il y avait des synapses qui trébuchent, des systèmes immunitaires qui réagissent contre leur propre maison, des tempêtes d'angoisse sans cause apparente, des tristesses qui collent comme le brouillard. On objectera peut-être que la science génétique n'existait pas encore. C'est vrai. Mais les cours savaient compter les morts et remarquer les ressemblances. Elles possédaient des bibliothèques entières de rapports qui énuméraient les symptômes sans en tirer la conclusion logique. Pourquoi? Parce que la politique ne recule pas devant l'évidence quand l'évidence contredit son intérêt. Les mariages consanguins offraient une garantie de loyauté, pas de beaux-frères ambitieux d'une autre dynastie, pas de province perdue par dilution des alliances. L'Église, qui aurait pu fermer la porte à certaines unions proches, l'ouvrit au contraire par des dispenses. Le sacré scellait le biologique et la compassion s'inclinait devant la raison d'État. Plus vertigineuse encore, certaines des femmes, éduquées dans l'idée que leur grandeur tenait à la pureté de leur sang, souhaitèrent ces mariages, par crainte de diluer la noblesse. Elles faisaient de leur plein gré ce qu'on leur avait appris à vouloir. Et pourtant, au milieu de ce système sans amour, des étincelles humaines ont persisté. Marie-Anne trouva dans l'étude une respiration que son corps refusait. Jeanne, malgré les barreaux et les sentences, aima jusqu'à s'y perdre. Marguerite Thérèse fit face au regard comme on porte une charge trop lourde sans la lâcher. Anne d'Autriche s'agrippa à sa foi pour ne pas tomber. Marie-Antoinette monta à l'échafaud avec une tenue qui lui rendit ce que l'histoire lui avait pris. Ces gestes ne sauvent pas, mais ils disent une chose simple. On ne réduit pas une vie à un arbre généalogique.
Faut-il alors lire ce désastre comme un sacrifice qui aurait servi la science? La question est dangereuse si elle devient justification. Néanmoins, il faut reconnaître ceci. En observant, même mal, ces lignées fermées, l'Europe a commencé à comprendre, des siècles plus tard, ce que la biologie a formalisé. L'importance de la diversité génétique, le rôle des gènes récessifs, les héritages qui s'additionnent. Les monographies sur Charles II, les visages peints de profil, les séries d'arbres où reviennent les mêmes prénoms comme des refrains, ont fourni aux chercheurs des indices puissants. On ne remercie pas la douleur. On en tire des leçons pour ne pas la recommencer. Regarde maintenant la mécanique sociale nue. Dans ce théâtre feutré, les femmes furent reléguées à une fonction. Enfanter. On leur demanda d'être des matrices obéissantes, d'absorber les pertes, d'avaler les larmes, de mourir discrètement quand leur corps disait non. On leur refusa le mot, puis le monde. Et quand leur psychisme craqua, comment n'aurait-il pas craqué? On utilisa leur fragilité comme alibi pour leur reprendre la clé. Rien de cela n'est absolument passé. Sous d'autres formes, ailleurs, on exige encore des ventres qu'ils servent un récit. On pèse encore la valeur d'une femme à l'aune d'un héritier. Pourtant, une chose est révolue. Cette obsession d'une pureté de sang au sommet des États a fini par se heurter à ses propres ruines. La mort sans descendance de Charles II en 1700 et la guerre de succession qui s'ensuivit sonnèrent comme une sirène prolongée. Une lignée trop refermée s'achève dans le silence. Les mariages entre cousins ne cessèrent pas d'un coup, mais on recula d'un cran, puis de deux. On comprit, par intérêt autant que par sagesse, qu'il fallait rouvrir les fenêtres. Les arbres se remirent à faire des branches. Revenons au point de départ. Cette image de réveil angoissé n'était pas un artifice littéraire, c'était le matin ordinaire de ces femmes. Elles savaient, d'une connaissance sans nom, que leur souffle court, leurs fausses couches, leurs hivers mélancoliques, leurs vertiges devant la foule, leurs dents qui s'emboîtent mal et leurs nuits de peur tenaient à des décisions signées des siècles plus tôt. Elles portaient, en plus d'elles-mêmes, le poids accumulé des renoncements d'ancêtres qui préféraient la logique des titres à celle des corps. Et malgré cela, elles ont, chacune à leur manière, laissé un signe. Un livre à noter. Une lettre qui dit « J'ai mal ». Un tableau où un visage d'enfant regarde loin. Une prière qui n'était pas une soumission, mais une tentative pour se tenir debout. Une marche lente vers un échafaud qui ne plie pas le cou. Ce qu'elle nous demande, à travers le temps, n'est pas une compassion rapide, mais une vigilance. Qu'aucun objectif, politique, économique, culturel, ne vaille la destruction lente d'êtres humains transformés en moyens. Que nous gardions la mémoire de ce que coûte un système quand il oublie la personne. Et que nous retenions, mieux que leurs aïeux, la leçon biologiquement simple et moralement limpide. La vie se nourrit du mélange, la dignité ne se mesure ni au blason ni au pédigré, et la noblesse véritable tient dans le courage de reconnaître notre humanité commune. Si tu prêtes encore l'oreille, un murmure traverse les siècles. Il dit « Souviens-toi de nous, non pas comme des pièces sur un échiquier bleu, mais comme des êtres qui ont aimé, craint, espéré. Ne nous réduis pas à nos titres ni à nos symptômes. Vois en nous l'avertissement et la promesse. Celle d'un monde où le lignage ne commande plus le destin, où le pouvoir s'incline enfin devant la compassion, où la science et la mémoire conjuguées empêchent les vignes folles de se reprendre à nos vies. Et si l'histoire doit encore se répéter, car elle trébuche souvent, qu'elle trébuche moins fort, avertie par ces voix qui n'ont pas eu le droit de crier. À ce point du récit, si tu te demandes ce qui, précisément, relève de l'hérédité et ce qui vient des circonstances, sache que la frontière n'est pas nette. On ne diagnostique pas le passé avec la certitude du présent. On infère, on compare, on croise les sources. Certains traits, prognatisme, troubles convulsifs, stérilité, mortalité infantile accrue, s'alignent trop pour être du hasard. D'autres, comportements, décisions, folie, demandent d'ajouter le poids de l'isolement, la violence symbolique d'une cour, la pression d'un royaume sur un cœur de 20 ans. L'honnêteté consiste à tenir ensemble ces deux fils sans les nouer trop fort. Et maintenant, imagine refermer doucement la porte des palais et rentrer à l'air libre. Le vent a l'odeur des herbes et des siècles qui passent. Dans la lumière, l'évidence tient en quelques mots. La pureté d'un sang est une fiction dangereuse. La pureté d'une conscience,
elle, se mesure à la place qu'on laisse à l'autre. Les Habsbourg, par entêtement, ont payé pour que nous le comprenions. Que leur héritage, délesté du fardeau, serve au moins à cela. Refuser que l'idée triomphe de l'humain.